Merci Axel et merci à Ictus de nous proposer encore une journée comme celle-ci qui, chaque année, est un moyen de rassembler des initiatives très diverses et de nous proposer une réflexion et une formation. Comme Axel l'a dit très justement, il ne s'agira pas d'un cours d'histoire, mais davantage d'une réflexion sur l'histoire. Alors, il y aura une dimension historique dans certaines des choses qui seront abordées. Néanmoins, ça n'aura pas prétention à être un cours qui explique un certain nombre d'évolutions et un certain nombre de processus dans l'histoire. Il s'agit donc d'une intervention sur l'enracinement. Enracinement et histoire, tel est l'intitulé de l'intervention et c'est bien sur ce binôme que nous allons nous interroger. Tout d'abord, je vais laisser la parole à une grande philosophe. Il s'agit de Simone Weil, qui a écrit en 1943 un livre intitulé « L'enracinement ». Alors si ce livre a été écrit en 1943, c'est après la guerre que Camus l'a fait publier. Et je vais vous lire quelques phrases de cet ouvrage qui, par leur actualité, nous frappent. « Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie. » Naturellement, le contexte de rédaction de ces lignes est très différent de ce que nous vivons actuellement. Et il est nécessaire d'établir des distinctions. Souvent, le pape Benoît XVI, et je crois en amont Jean-Paul II, parlait de dictature du relativisme, et il est certain qu'il y a une dictature du relativisme dans la mentalité ambiante en Occident. Pour autant, en aucun cas, nous ne sommes dans le cadre d'une dictature politique à proprement parler. Ça peut être utilisé comme slogan, parfois d'ailleurs de manière très efficace. Pour autant, il faut distinguer, et les contextes de totalitarisme de l'entre-deux-guerres nous rappellent ce qu'est authentiquement un totalitarisme. D'ailleurs, la voie est peut-être ouverte à certains totalitarismes. Ça, c'est un autre débat. Pour autant, nous n'y sommes pas, grâce à Dieu. Et alors, je vais lire désormais un autre paragraphe qui est dans la foulée de celui-ci. « Un arbre dont les racines sont presque entièrement tombées tombe au premier choc. Si la France a présenté un spectacle plus pénible qu'aucun autre pays d'Europe, alors il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, des débuts de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la civilisation moderne, avec ses poisons, y était installée plus avant qu'ailleurs, à l'exception de l'Allemagne. Mais en Allemagne, le déracinement avait pris la forme agressive, et en France, il a pris celui de la léthargie et de la stupeur. » Voilà des phrases qui nous touchent encore particulièrement aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains, et nous en avons parlé dans beaucoup d'ateliers, se présentent comme des déracinés. Ils n'ont pas reçu de culture, c'est d'ailleurs l'objet du livre de François Xavier qui nous parlait ce matin, Les Déshérités. On a assisté, on assiste encore à un démantèlement de tous les processus de transmission. Seuls quelques privilégiés reçoivent encore ce qui devrait être le lot communément partagé par la société française. Et nous sommes, à certains égards, ici dans cette salle, et encore quelques millions, heureusement, dépositaires d'un héritage dont beaucoup n'ont plus part, auquel beaucoup n'ont plus part plutôt. Et alors la réponse que donnait Simone Weil à ce constat du déracinement, dont on voit donc qu'il est très ancien et qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on le constate déjà, la réponse est dans la nation pour elle. Alors je vais lire un dernier paragraphe de Simone Weil. « Une autre espèce de déracinement encore doit être étudiée pour une connaissance sommaire de notre principale maladie. » Cette maladie, c'est le déracinement. C'est le déracinement qu'on pourrait nommer géographique, c'est-à-dire par rapport aux collectivités qui correspondent à des territoires. Le sens même de ces collectivités a presque disparu, excepté pour une seule, pour la nation. La nation seule s'est substituée à tout cela, et avant, elle énumère les villages, les provinces, les régions, etc. Donc le constat dans les années 40, c'est que la nation est la seule communauté qui présente encore une forme d'enracinement et que l'on reconnaît encore comme une communauté dans laquelle on est enraciné et dans laquelle on veut agir. Que s'est-il passé après la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, en réalité, le sentiment national n'a fait que décroître sous l'effet de grands processus mondiaux. Tout d'abord, l'affrontement des deux blocs, entre l'Ouest et l'Est,
a placé les nations, en particulier en Europe, dans une perspective bien plus large que leur propre nationalité, mais les a placés dans des grands ensembles où chaque nation pouvait être vue davantage comme une simple pièce d'un grand puzzle des nations que comme une nation en tant que telle. Et d'ailleurs, la réponse qui a été apportée consistait non pas en un renouveau des nations, avant tout, mais avant tout dans une tentative de constitution d'un ensemble européen. Et c'est dans ces années d'après-guerre, je pense ne l'apprendre à personne, que s'est constituée la communauté européenne, la communauté économique, dit-on, et d'ailleurs ses caractéristiques européennes. Ainsi, là où on avait fait le constat d'un déracinement auquel seule la nation aurait pu résister, eh bien après la guerre, on part sur un modèle qui n'est pas avant tout national, qui ne nie pas nécessairement la nation en tant que telle, mais qui ne met pas le curseur sur la nation. Et alors, il est intéressant de constater que cette réponse a été apportée. Pour autant, lorsqu'on a voulu définir l'Europe dans les premiers temps de la construction européenne, on n'a pas décidé de se fier à un cadre fédéral. On n'a jamais vraiment choisi de cadre d'ailleurs, et on n'a pas non plus défini l'ensemble géographique et culturel que cela recoupait. C'est pour cela que je vais me permettre de faire mienne et peut-être nôtre la définition qu'offrait le général de Gaulle en 1962 du processus de construction européenne. Vous connaissez sans doute cette intervention du général de Gaulle. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et s'ils avaient pensé, écrit en quelque espéranto ou volapük intégré. Voilà, c'est l'intervention qu'on appelle l'intervention du volapük, mot qui a d'ailleurs été appris à cette occasion à la grande majorité des Français. Alors d'un côté, on avait une Europe qui a présenté très tôt cette volonté de se substituer aux gouvernements nationaux en instituant une gouvernance, c'est-à-dire des règles qui n'appartiennent pas au champ du politique en tant que tel, mais des règles qui surplombent le politique et qui permettent finalement, ultimement, de se passer du politique en tant qu'il est exercice d'une souveraineté. Ça n'est pas le seul processus à l'œuvre dans la construction européenne. Je ne prétends pas du tout que la construction européenne se résume à une gouvernance. Néanmoins, on a vu apparaître ça, et donc une disqualification progressive des nations, chez certains. Et par ailleurs, en France, on a assisté à autre chose, à tout à fait autre chose, et on constate le même processus dans ces années-là, aussi bien en France que par exemple en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays d'Occident. C'est l'État-providence, avec deux objectifs, un objectif de protection sociale et un objectif d'aide sociale, avec l'idée que l'État, donc l'État-nation, peut offrir à ses citoyens l'ensemble des choses qui les maintiennent dans un état correct et même satisfaisant, un état social et économique correct et satisfaisant. Avec une prise en charge, l'idée n'est pas d'ailleurs de dire que les objectifs de l'État-providence soient d'une quelconque manière à jeter à la poubelle, bien au contraire, mais ce qui est central, c'est qu'on a mis l'échelle au niveau de l'État. Donc d'un côté, la construction européenne, de l'autre, l'État. Alors là, on est obligé de se dire, mais finalement, quelles leçons a-t-on tiré de Simone Veil dans ces années-là et de cette idée de déracinement, notamment de son constat que seule la nation pouvait offrir un réenracinement. Et on est obligé de se replonger, comme très souvent, dans la doctrine sociale. Alors, vous allez me dire, évidemment, à Ictus, on est obligé de se replonger dans la doctrine sociale, mais au-delà d'Ictus, je crois que ça donne une clé de lecture assez intéressante. Il y a un grand penseur du politique qui s'appelle Pierre Rosanvallon qui lit directement l'État-providence, donc l'idée que c'est la prérogative de l'État d'avoir un contrôle le plus total possible du bien-être social des citoyens, qui lie donc cette volonté d'État-providence à l'idée de contrat social. Et là, j'imagine que dans la plupart de nos têtes de catholiques éclairés, il s'allume une lumière qui est celle d'Aristote et de la dimension d'animalité politique, naturelle. Parce que si l'État-providence est lié au contrat social, alors on est obligé de s'interroger sur les fondements de l'État-providence. Avec l'idée, effectivement, alors pour résumer le contrat social, que l'individu tire ses droits de
la collectivité auquel il les a tous donnés et qui lui renvoie donc un certain nombre de droits, mais qu'il y a un lien contractuel. Il n'y a pas fondamentalement d'appartenance naturelle à la cité. Et donc on est tout à fait à l'inverse d'Aristote qui considérait que l'appartenance à la cité était naturelle. Voilà, ça c'est pour les fondements, mais on ne va pas faire de la philo trop longtemps. Ne vous inquiétez pas, je vois des visages qui se décomposent. J'espère ne perdre personne. Et on comprend très bien comment les deux logiques sont liées, puisque si c'est l'État qui donne à l'individu la plénitude de ses droits, alors comment l'État ne donnerait-il pas le maximum? Et donc il est logique que l'État se fasse providence, puisqu'on a affaire à un contrat entre les individus et une grande collectivité. Et là, c'est faire fi de quoi? En fait, d'une saine subsidiarité. Et donc on est sur un deuxième grand principe de la doctrine sociale. Et c'est certainement par cette redécouverte du principe de subsidiarité qu'on va pouvoir comprendre ce que signifie un authentique enracinement. Car comment s'enraciner dans une nation dont on dit qu'elle est le fruit d'un simple contrat, et qu'on aurait pu signer ce contrat, finalement, avec n'importe quelle instance supérieure qui nous donnerait un certain nombre de droits, un certain nombre d'allocations, un certain nombre de subsides en tout genre? Est-ce que vraiment on peut s'enraciner? Est-ce que c'est spontanément l'image qui nous vient si on considère la cité selon ces concepts de contrat? Eh bien, on peut en douter, en réalité, puisque la cité n'est pas le tout des appartenances de l'homme, mais en amont, il y a d'autres communautés naturelles, dont vous les connaissez aussi bien que moi. Il y en a une qui a été l'objet de milliers de débats et qu'on a dû évoquer à peu près 317 fois depuis ce matin, donc c'est évidemment la famille. Et puis, il y a toutes les communautés intermédiaires, les villages, les quartiers, les entreprises, les syndicats, tout ce qui, entre l'homme seul, l'individu, et l'État, forme un continuum. Et pour être pleinement enraciné dans son État-nation, et d'ailleurs pour permettre aussi, à certains égards, d'envisager des choses au-delà de l'État-nation, il faut que l'enracinement commence en amont. Et c'est là que l'on repense donc à ce que nous disait Simone Veil. Car elle regrettait que dans les années 40, on ne pense plus qu'à la nation. Eh bien, en réalité, on peut se demander si aujourd'hui, l'objectif pour refonder un enracinement et pour en fait ressusciter le lien social, il ne faudra pas remonter bien en amont de la nation, mais remonter aux communautés les plus immédiates et donc développer l'enracinement à partir, bien sûr, de la famille, dans les quartiers, dans les associations, dans les institutions, quelles qu'elles soient, toutes les institutions qui ne sont pas à proprement parler publiques, et de considérer qu'il y a là une action politique, que la politique commence là, et donc de refuser définitivement, avec l'assurance que nous avons avec nous des grands penseurs comme Aristote, que nous avons tout l'héritage de la doctrine sociale, pour dire que le politique ne commence pas dans l'exercice de la représentation politique, mais bien en amont, dans les différentes associations. Et alors, on est obligé, à ce moment-là, de réfléchir aux motifs d'enracinement. Et pour voir les motifs d'enracinement, ça demande à mettre le curseur sur l'histoire. Car en effet, l'appartenance est une chose, et constater dans le présent que l'on appartient à un ensemble, c'est une chose. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour se dire que oui, on appartient à une famille, que de fait, on va dans telle ou telle entreprise le lundi matin, qu'on est bien content de pouvoir aller dans tel ou tel club de sport, qu'on est content de pouvoir s'engager dans telle ou telle association. Néanmoins, pour que cette appartenance soit enracinée, il faut aller chercher très loin dans l'humus de ces appartenances les motifs d'enracinement. Et c'est là que l'histoire joue un rôle majeur. Alors très souvent, nous avons tendance à confondre l'histoire et une forme d'apologie. Il ne faut pas que nous ayons le travers inverse de ceux qui, trop souvent, ont voulu discréditer nos nations européennes, notre civilisation chrétienne, en considérant en réalité qu'on va tout reprendre systématiquement point par point pour dire à chaque fois non, là encore on n'est pas coupable. Ah oui, non, non, là il ne s'est rien passé. Non, là il ne s'est rien passé. Et pour finir par faire une sorte d'apologie qui est en fait plus une contre-histoire qu'une histoire. Il y a un moment où l'histoire
doit être considéré comme tel pour avoir un enracinement sincère. Vous savez, par exemple, c'est la grande mode dans les familles de faire des agapé-thérapies, notamment chez les chrétiens. Enfin, surtout chez les chrétiens, parce que je ne connais personne d'autre qui fasse des retraites d'agapé-thérapie à part des chrétiens. Mais lorsqu'on fait une agapé-thérapie, on réfléchit à toute l'histoire de sa famille. Et on dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille qui explique que je suis comme ci, comme ça, que je suis à la fois quelqu'un qui veut être aimé, mais qui a telle blessure, enfin je ne sais quoi. Alors souvent, on dit, en fait, ça vient de telle blessure familiale. Bon. Si, au niveau de l'histoire, on considère qu'on ne se plonge pas pleinement dans l'histoire telle qu'elle est donnée, à ce moment-là, notre enracinement est vain et repose en réalité sur une fiction, repose sur une idole France, une idole chrétienté, une idole Europe. Alors, ce n'est pas les idoles dominantes actuellement, ça serait plutôt l'idole citoyen du monde, plus de frontières, voilà. Mais enfin, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sont toujours des idoles. Alors, il faut s'intéresser à l'histoire et la faire connaître, et réveiller la passion pour l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est décisif. Nos concitoyens considèrent habituellement que leurs histoires individuelles comptent, et ils regardent volontiers leurs histoires individuelles. Et d'ailleurs, ils lisent très volontiers des albums qui reproduisent l'école des grands-parents, les recettes de grand-mère, etc. Donc on a besoin de son histoire individuelle. Et il est facile de faire accéder à l'idée qu'une histoire nationale, c'est déjà une somme d'histoires individuelles. Ça, c'est bon, ça, c'est facile. Puisque finalement, on se rend bien compte que les histoires se ressemblent. Voilà, alors c'est la guerre de 14, ah bah oui, moi aussi j'ai des poilus dans ma famille, ah bah toi aussi, bon bah finalement il y a des choses semblables. Mais en amont encore de cela, il va falloir interroger, et là je vais reprendre une expression qui est l'expression de Bainville, sur la France qui se fait. L'histoire de France, c'est l'histoire c'est pas qu'une somme d'histoires individuelles. C'est l'histoire de la communauté de destin et de volonté qui décide qu'une France existe. Et c'est là que va se jouer l'histoire de France. Et ça, c'est très accessible de montrer qu'à chaque moment de l'histoire, petit à petit, se constituent des ensembles et que se constitue une histoire de France. Et là, ça demande comme saint Thomas mettait la tête dans le tabernacle, eh bien de mettre la tête dans l'histoire de France et de regarder là où elle en est. De regarder tout, de tout regarder, de tout faire nôtre. Et d'expliquer à quiconque se revendique d'une appartenance française, qu'il se soit de vieille souche ou de très récente appartenance, qu'il est l'héritier plein et total de toute l'histoire de France. C'est une histoire qui est fondamentalement inclusive. Voilà, nous n'avons pas attendu les vocabulaires du genre, etc., et de l'inclusion pour être inclusifs. Nous avons toujours proposé toute l'histoire de France, tout comme d'ailleurs dans notre histoire chrétienne, nous avons assumé toute l'histoire d'Israël également. Et alors, comment faire? Et ce sera le mot de la fin. Eh bien, il faut petit à petit se plonger dans cette histoire, comme on l'a déjà dit, et réfléchir sur ce que l'histoire apprend au niveau de la faculté de juger. En réalité, l'histoire est une école de discernement. Et d'ailleurs, c'est tout le sens du parcours qui est proposé à Ictus avec Martin Dosch sur l'histoire moderne et les grandes problématiques de l'histoire moderne. Faire comprendre à nos concitoyens qui sont souvent à l'affût, en quête de clés de lecture, de clés d'interprétation pour le présent, que la grande école du jugement, c'est l'histoire, et que c'est très spécifiquement l'histoire de France, car ils se reconnaissent français, voilà sans doute le chemin le plus sûr vers un réenracinement. Faire comprendre que dans l'histoire de France, il ne s'agit pas avant tout de vieilles pierres, de vieilles recettes, de vieilles églises, de vieilles écoles, de tout ce qu'on veut vieux, mais qu'il s'agit fondamentalement de questionner comment nos aïeux, nos ancêtres, ont, à tel moment de leur histoire, posé tel acte avec tel critère de discernement, et se mettre à leur école pour avoir authentiquement une appartenance qui soit enracinée. Et alors, dès lors que nous aurons redécouvert cet enracinement, ni la construction européenne, ni même les grands processus de mondialisation ne peuvent nous faire peur et ne peuvent nous inquiéter, puisque précisément les motifs d'appartenance
la racine de l'appartenance à la communauté qu'est la communauté française sont stables, sont présents et restent véritablement un humus irrigué à chaque instant et qui donne toute la colonne vertébrale à ceux qui se reconnaissent français. Voilà quelques réflexions sur l'enracinement et désormais je laisse bien volontiers la parole à Philippe de Villiers.